Bonjour tout le monde. Ah, je pense qu'on m'entend bien, c'est pas la peine que je hurle. Voilà, donc je vais vous parler d'un travail qu'on conduit, ou d'une réflexion même qu'on conduit depuis maintenant une bonne quinzaine d'années avec mes collègues au CNRS et à l'université, à propos de ces changements qui sont induits par les nouvelles technologies. Je parlerai essentiellement des changements dans la façon d'écrire, mais j'évoquerai aussi, si j'ai le temps, un petit peu le dessin. Et puis également la lecture, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on doit faire une expérience ici à Saint-Raphaël avec les lycéens. Avant de commencer, comme tout travail scientifique, c'est un travail d'équipe en général. Donc tous les travaux dont je vais vous parler ont été réalisés par un certain nombre de personnes, en particulier cette jeune personne, Marie Cloncan, qui a fait sa thèse sur ce sujet avec moi il y a quelques années, et avec qui on continue à collaborer à Marseille sur ces questions-là. Et puis donc, vous voyez qu'il y a des collègues de neurosciences, donc le centre IRM fonctionnel de Marseille. Donc l'IRM fonctionnel, j'évoquerai aussi un peu ça rapidement pour vous présenter des résultats. Ce sont ces machines qui permettent de voir le cerveau, non seulement au plan anatomique, mais également au plan fonctionnel, c'est-à-dire on peut voir quelles sont les zones qui sont activées dans des tâches particulières, par exemple de la lecture ou de l'écriture. Et puis, comme c'est un sujet qui touche aussi l'éducation nationale, on avait collaboré pendant un long moment avec une collègue qui est maintenant à la retraite, qui était à l'IUFM de Marseille à l'époque. Donc, vous voyez que c'était un travail qui est neurosciences cognitives en collaboration avec l'éducation. Alors, l'écriture. Vous le savez tous, l'écriture change. Elle change beaucoup et on écrit quand on est adulte de moins en moins à la main, encore que il n'y a pas de sondage ou d'information absolue qui corrobore cette affirmation. Néanmoins, on peut le penser. Et la question qui se pose brutalement pour la société, notre société, mais pas uniquement, hein, c'est finalement, on n'écrit plus à la main, est-ce que c'est toujours judicieux et légitime d'imposer aux enfants un apprentissage qui est long, ça fait partie des apprentissages les plus longs, l'écriture, alors qu'ils n'utiliseront plus dans la vie adulte. On reviendra là-dessus après, je ne vais pas épiloguer très longtemps, mais c'est une question qui se pose depuis assez récemment. Vous savez qu'aux États-Unis, des décisions, le mot est un peu fort, mais des préconisations dans ce sens ont été faites par l'organisme fédéral qui donne des consignes d'apprentissage de faire apprendre aux enfants directement l'écriture au clavier, dès la petite école. Pour nous, quand on m'a posé ce problème, et j'aime bien quand même rappeler cette affaire-là, en fait, ce problème m'a été posé dès la fin des années 90 par un instituteur de campagne, et même aujourd'hui, ça prend une connotation un peu particulière, parce que cet ami était instituteur à Prats, c'est le petit village très près duquel l'avion s'est écrasé ces derniers jours-là. Et donc, on leur avait demandé, à l'époque, de faire travailler les enfants avec des ordinateurs. Donc, fin des années 90, cet ami m'avait dit, toi qui t'intéresses au cerveau, tu ne crois pas que ça va créer des problèmes chez ces enfants si en même temps qu'on leur apprend à écrire à la main, on leur demande aussi d'écrire au clavier? Et je vous avouerai qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout réfléchi à cette question-là. J'étais resté un peu sans réponse. Et puis, petit à petit, la réflexion a suivi son cours. Et en fait, ça m'a amené à me questionner sur deux choses. Donc, la première, c'est le rôle perceptif et cognitif de la motricité, sur lequel je vais un peu insister. Et la deuxième, c'est la représentation cérébrale du langage écrit. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend à lire et à écrire? Quand on lit et quand on écrit, quelles sont les zones activées? On sait un certain nombre de choses, mais pas tout, pas complètement. Alors, le rôle perceptif et cognitif de la motricité. La motricité, c'est ce qui nous permet de bouger, ça permet... toutes les commandes que notre cerveau envoie à nos muscles pour qu'on puisse déplacer nos membres, etc. Ça, on en est tous conscients. Il y a quelque chose que l'on sait moins, c'est qu'en même temps qu'on bouge, tout notre corps, en particulier nos muscles, nos articulations, notre peau, tout notre corps est équipé d'une foultitude de récepteurs sensoriels qui informent à chaque instant le cerveau sur l'état du corps, les positions des membres, l'étirement des muscles, etc., etc. Et donc, ces informations, elles sont renvoyées en temps réel au cerveau qui, évidemment, les utilise pour créer ces représentations cérébrales. Et pendant très longtemps, on a considéré que la motricité, c'était une chose,
et la perception ou la cognition, c'en était une autre. Là, je vous ai juste représenté le manuel de philosophie que moi-même j'avais en terminale, qui était constitué de 2 tomes. Le premier tome s'appelait l'action, le second tome, la connaissance. Comme si une action pouvait se produire sans connaissance, et comme si les connaissances pouvaient être en quelque sorte créées ou générées sans action. Et en fait, quand je suis arrivé à l'université, que j'ai commencé à m'intéresser au cerveau, on nous a montré sur le cerveau, alors ça c'est une représentation très schématique d'un cerveau, vous avez l'avant ici, l'arrière ici, au milieu il y a un gros sillon que tous les anatomistes connaissent, qui est le sillon central. Vous voyez qu'en avant de ce sillon, la partie qui est bleutée là, c'est le cerveau moteur. Cette zone-là, si on la stimule, ça provoque chez les personnes des mouvements involontaires. Et puis en rose, en orangé, c'est la partie sensorielle. Si on la stimule électriquement, on sent des mouvements ou on sent des sensations, mais on ne bouge pas directement. Et donc, sur chacune de ces parties du cerveau, le corps est représenté dans son ensemble avec une certaine déformation. Vous voyez que, par exemple, toute la partie faciale, elle est très très fortement représentée, la main aussi, le reste du corps un peu moins, ça dépend. Donc, on nous avait appris à ce moment-là, eh bien, il y a des zones motrices dans le cerveau, puis des zones sensorielles. Et puis, à côté de ça, il y a des zones dont on ne sait pas trop si elles sont motrices ou sensorielles. Et à l'époque, on ne savait pas grand-chose là-dessus. On en sait un peu plus aujourd'hui, mais on est loin de tout savoir. En tout cas, il y avait une très forte dichotomie entre système moteur et système sensoriel. Cette dichotomie, elle vole en éclats depuis quelques années parce que, en fait, tout se mélange au sein du système nerveux et on ne peut pas parler uniquement de 2 zones qui sont proprement motrices et proprement sensorielles. Et cette dissociation, elle est remise en question maintenant. Il y a un point de vue qui s'appelle la cognition incorporée ou cognition incarnée, embodied cognition pour les anglo-saxons, qui dit que finalement, on n'a pas de cognition sans enracinement corporel. C'est-à-dire que toute notre cognition, notre connaissance, notre perception, elle prend racine dans le corps. Et cette théorie, qu'on appelle aussi théorie motrice de la perception parfois, elle dit quoi? Elle dit finalement, quand on regarde une bicyclette comme celle-là, ou cette souris d'ordinateur, ou cette tasse à café, évidemment qu'on voit des objets qui ont des caractéristiques particulières, des couleurs, des formes, mais on perçoit aussi très rapidement les mouvements qui sont associés à ces objets quand c'est le cas. Par exemple, quelqu'un qui fait du vélo très très régulièrement, il voit une bicyclette, mais ça évoque chez lui aussi les mouvements qu'on fait, les sensations qu'il a régulièrement avec le vélo. Cette souris, par exemple, elle est positionnée de telle sorte pour être prise plutôt par la main droite. Quelqu'un qui est gaucher et qui utilise sa main gauche pour manipuler la souris n'aura pas exactement la même perception de cette souris que quelqu'un qui est droitier. Même chose pour cette tasse à café, dont la hanse est tournée à droite, donc pour être saisie par la main droite. Autrement dit, les percevoir, c'est aussi d'une certaine manière agir mentalement. Donc pour dire les choses rapidement, c'est une idée qui n'est pas toute nouvelle. Hein. Déjà, Bergson, en 1939, avait dit que reconnaître un objet usuel consiste surtout à savoir s'en servir, mais savoir s'en servir, c'est déjà esquisser les mouvements qui s'y adaptent. Et donc, c'est un peu ça, la thématique générale de mon exposé, que je vais appliquer à l'écriture et à la lecture, c'est que notre cognition, elle est bâtie en grande partie sur les mouvements que l'on produit. Et donc, cette notion de cognition incarnée, elle est très importante parce que si on change les mouvements, en particulier au moment des apprentissages primordiaux à l'école, il est très possible que ça ait un impact sur la cognition. Alors, juste un exemple, je vais passer vite parce que je ne vais peut-être pas avoir beaucoup de temps, mais un des premiers travaux expérimentaux qui avait montré ça a été publié en 2000 par des collègues américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des sujets droitiers dans une machine IRM fonctionnelle, donc que je vous présenterai tout à l'heure. Donc les sujets étaient couchés dans cette machine et ils avaient comme consigne de regarder des images qu'on leur présentait sans bouger du tout. Il fallait qu'ils soient absolument immobiles. Et dans ces images, il y avait différents types d'images. Des outils, des paysages. Là, c'est une maison, mais il y avait différents types de paysages. Des animaux. Là, c'était un lion en vue de face, mais il y avait différents autres animaux. Et des visages. Et ce qu'ils ont observé, ces collègues américains, c'est que quand les sujets regardaient les outils,
il y avait une activation particulière dans ces deux zones qui sont des zones motrices du cerveau, alors qu'encore une fois, les sujets étaient complètement immobiles. Donc le simple fait de regarder des outils, ça réactivait des processus cérébraux qui sont normalement mis en jeu quand on utilise ces outils. Et ça se passait uniquement dans l'hémisphère gauche, puisque là c'est une vue de dessus du cerveau, et l'hémisphère gauche, donc est la partie qui est à gauche ici. Pour rappel, notre système nerveux est assez compliqué, mais c'est la partie gauche du cerveau qui commande la partie droite du corps et réciproquement. Autrement dit, ces sujets qui étaient tous droitiers réactivaient des zones motrices qui sont normalement dédiées à la main droite quand ils regardaient des outils. Donc, en quelque sorte, ils avaient une espèce d'utilisation mentale de ces outils. Donc, c'était un travail qui a eu une certaine répercussion parce qu'il apportait une preuve, si on peut dire, de la mise en jeu de ces processus moteurs dans des phénomènes purement perceptifs. Donc voilà, la représentation cérébrale des objets reposerait sur un réseau distribué sur plusieurs régions corticales, pas uniquement les régions motrices, mais également des régions, pas uniquement des régions visuelles, mais également des régions motrices. Alors je passe vite, voilà, donc c'est ce que je vous ai dit rapidement. En particulier, il y a des parties du cortex pariétal postérieur et du cortex prémoteur, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, qui sont activées quand on regarde des objets. Donc, la conclusion, c'est que notre capacité à identifier ces objets pourrait dépendre de l'activation de ces aires sensorimotrices. Il y a des travaux qui vont dans ce sens-là, que je n'aurai pas le temps de vous présenter aujourd'hui avec les objets, mais je vais insister un peu plus sur autre chose, ce sont les caractères alphabétiques. Et je vais insister sur cet aspect aussi, les interactions avec les outils numériques changent les mouvements en général, ils les réduisent. C'est un peu l'objectif des outils numériques, c'est qu'ils minimisent l'intervention humaine, et en particulier l'intervention motrice. Alors, passons directement à ce qui nous intéresse. Les caractères, ce ne sont pas des objets, ce sont des objets particuliers, mais ils ont une relation très forte avec la motricité, c'est que quand on sait écrire, on connaît pour chacun des caractères un mouvement spécifique qui lui correspond, qui est celui qu'on utilise pour le former. Et donc, il y a un lien très direct entre un caractère alphabétique et un mouvement. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, ce caractère-là, il évoque rien au plan moteur, parce que vous ne savez pas l'écrire, moi non plus d'ailleurs. En revanche, certains autres caractères sont directement traçables. Donc, on a des représentations cérébrales de la façon de tracer ces caractères. L'écriture. Donc, l'écriture, là, je fais un grand bond. Elle n'a pas toujours été ce qu'on connaît. Donc, il y a eu une écriture très très ancienne, qui est celle qui était utilisée en Mésopotamie, ce qui est à l'Irak actuel. Et cette écriture, elle était particulière, donc elle se faisait sur des tablettes d'argile, et on utilisait des petits poinçons, qui étaient des roseaux biseautés, taillés avec des formes différentes, et dont on se servait pour enfoncer l'argile fraîche ou pour tracer des petits traits dessus. Donc vous voyez que c'était une écriture qui était assez lointaine de l'écriture manuscrite. D'un certain point de vue, elle se rapprochait davantage de l'écriture au clavier, puisqu'on formait directement des formes toutes faites. Ensuite, je fais des grands bonds dans l'histoire. Il y a eu un autre moment où l'écriture a changé. Celui-là est beaucoup plus récent, c'est dans les années 60. Pour les plus âgés d'entre nous s'en souviennent. On est passé d'une écriture au porte-plume à l'école, porte-plume et encrier, à une écriture au stylo à billes. À l'époque, ça a fait quand même remuer beaucoup le monde de l'éducation nationale, parce que exit les pleins et les déliés, on passait à une autre forme d'écriture, et qui finalement s'est standardisé maintenant. Mais les changements graphomoteurs sont relativement mineurs dans ce cas-là, parce que le porte-plume n'est pas un stylo, mais grosso modo, le mouvement qu'on fait est le même. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il est question de passer d'une écriture manuscrite, qui est celle que vous connaissez, à une écriture dactylographique. Bon, il y a des différences importantes entre les deux types d'écriture. On utilise les deux mains pour écrire au clavier.
on tape sur un espace particulier qui est l'espace du clavier, alors que perceptivement, on est sur un autre espace qui est l'espace de l'écran. Les mouvements que l'on fait, c'est surtout ça qui est important selon moi, les mouvements que l'on fait pour taper les caractères n'ont rien à voir avec les mouvements d'écriture, puisque si vous tapez, par exemple pour les claviers AZERTY français, la lettre A ou la lettre Z, qui sont les deux lettres les plus à gauche du clavier, grosso modo, vous faites le même mouvement. Donc cette relation, alors que les deux lettres n'ont rien à voir, cette relation entre une lettre, une forme visuelle de lettre, et même un son, et le mouvement, elle n'existe plus dans le cas du clavier. En fait, le mouvement que l'on fait au clavier, il ne porte pas d'information sur la lettre que l'on produit. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça peut avoir comme importance, ces différences graphomotrices? Après tout, qu'on écrive au clavier ou qu'on écrive à la main, on écrit toujours. Ça ne devrait pas changer les choses fondamentalement. Bon, c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on écrirait de la même chose à la main ou au clavier? Est-ce qu'on gérerait l'orthographe de la même façon si on ne savait pas écrire à la main? C'est des questions importantes. Et puis, on est allé un peu plus loin. On dit, est-ce qu'on lirait de la même façon si on ne savait pas écrire à la main? Et là, c'est une question qui n'est pas immédiate, et je vais vous expliquer pourquoi cette question a du sens. Juste une petite anecdote, si on peut dire. Cette question de l'écriture à la main, ça fait des années on sait, dans les pays asiatiques, en particulier le Japon, que écrire, c'est très important pour reconnaître les caractères. Et au Japon, où ils ont un système d'écriture, enfin il y en a plusieurs, mais le système le plus compliqué, c'est le système hérité de la Chine, donc les systèmes idéographiques, pour dire les choses rapidement. Il y a beaucoup d'idéogrammes qui sont complexes et composés de traits. Et en fait, c'est très long pour les petits Japonais d'apprendre à écrire, et la façon la plus standard d'enseigner l'écriture manuscrite dans ces pays d'Asie, c'est de leur faire répéter de manière très 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 fréquente les mouvements d'écriture. Donc les enfants japonais qui rentrent à l'école, ils commencent, la maîtresse leur dit par exemple cheval, et ils écrivent le mot cheval en l'air ou sur la table, sans même utiliser de crayon, etc. Et on répète ça tous les jours de manière à intégrer cette information sensorimotrice qui est très très utile pour apprendre à reconnaître les caractères. Puis il y a un ordre très très rigoureux à respecter quand on écrit ces caractères. Le résultat de ça, c'est que tous les collègues, et même tous les Japonais savent que quand on est adulte japonais, qu'on lit le journal, par exemple, dans la rue, le journal japonais, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Japon, pour un occidental comme nous, c'est complètement incompréhensible parce qu'ils ont 2 ou 3 systèmes graphiques différents qui sont mélangés sur les pages de journaux. Ajoutez à ça que ça peut être écrit ou horizontalement ou verticalement. Bon, mais les Japonais, eux, s'y retrouvent, mais de temps en temps, ils sont face à un caractère un peu moins fréquent. Ils disent « Ah, ce caractère, qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. » Et très couramment, les gens refont en l'air le mouvement de tracé du caractère, ce qui réactive leur mémoire pour retrouver la signification du caractère. Ça porte un nom. Ça porte un nom au Japon, c'est quelque chose qui est bien documenté. Et en fait, il y a même eu des travaux qui ont été faits par des collègues neurologues japonais, enfin des Japonais et même un collègue de Marseille, qui ont montré que si on a des sujets qui sont alexiques, c'est-à-dire après un accident vasculaire cérébral, du côté gauche en général, on peut rester incapable de reconnaître des caractères alphabétiques et donc de lire. Si on entraîne ou si on laisse au sujet qui a eu ce problème la possibilité de faire les mouvements d'écriture, de tracer en l'air ou sur une table le caractère, il peut récupérer une bonne partie de ses capacités à identifier ces caractères. Donc c'est ce qui a été décrit sous le nom de facilitation kinesthésique. Et donc voilà, bon, il y a des travaux qui sont publiés dans la littérature. Donc pour les Japonais, c'est clair que la reconnaissance des lettres, elle est basée sur de la motricité, en partie, pas uniquement bien sûr. Nous, notre système d'écriture est beaucoup plus simple, on a des caractères romains, ils sont moins nombreux et complexes que les idéogrammes, mais c'est pareil, il faut apprendre à les écrire, c'est ce qu'on fait quand on est à l'école et qu'on est petit. Et donc on se crée des programmes moteurs qui sont appris pendant la petite enfance et qui sont actualisés tout au long de la vie. La question c'est, est-ce que les processus moteurs de l'écriture sont mis en jeu au cours de la perception visuelle des lettres? C'est à cette question qu'on a essayé de répondre il y a quelques années. Donc voilà la machine d'IRM fonctionnelle dont je vous parlais. Celle-là, elle est un peu ancienne. On va la changer très prochainement. Comme vous voyez, c'est un espèce de tunnel très étroit
il fait 56 cm de diamètre, là, ce qui est très peu, dans lequel on introduit le sujet. Et au préalable, on met au sujet, devant les yeux du sujet, un miroir, elle n'est pas très nette cette photo, mais un miroir qui permet au sujet de voir par réflexion un écran qui est derrière la machine. Et donc, sur cet écran, on présente ce qu'on veut, des stimuli visuels. Bon, vous voyez qu'une fois que le sujet est dans la machine, il n'a absolument pas de latitude pour bouger. Et d'ailleurs, il ne faut pas bouger, parce que si on bouge, c'est comme les radios, les images sont floues. Donc, ça va bien pour faire un certain nombre d'études, c'est moins approprié pour faire de l'étude sur la motricité, mais c'est voilà, les outils dont on dispose. Et à ces sujets, on a fait rentrer donc des sujets droitiers dans cette machine. On a fait l'expérience suivante, on leur a présenté des lettres bâtons, j'allais dire, comme on dit à l'école, des lettres majuscules d'imprimerie, qui sont les lettres qu'on trouve sur les claviers, l'une après l'autre, pendant une seconde, puis une autre lettre, puis une autre lettre. Ou alors des pseudo-lettres, donc des espèces de caractères qu'on avait construits pour l'occasion, mais que les sujets ne connaissaient pas, puisqu'ils ne les avaient jamais vus et qu'ils ne savaient pas non plus les écrire. Dans la première partie de l'expérience, on leur a dit, vous ne bougez pas, vous vous contentez de regarder ces lettres, après on vous questionnera sur les lettres, donc soyez attentifs et regardez. Dans la deuxième partie de l'expérience, on leur a donné une planche en bois et un crayon, et on leur a dit maintenant, vous allez écrire, donc dans les conditions que je vous ai présentées préalablement, vous allez écrire sur la planche en bois qui était posée sur leur abdomen les lettres que vous voyez. Donc on a fait ça dans un premier temps avec 11 sujets droitiers, et puis dans une deuxième expérience avec 15 sujets gauchers. Voilà les résultats rapidement. Alors en jaune, ce sont les zones qui sont activées chez les droitiers, en rouge chez les gauchers. Ça, c'est une vue de dessus du cerveau. Et vous voyez que quand les droitiers regardent des lettres, il y a une zone motrice bien spécifique, que nous, on connaît, parce que c'est une zone qui a été décrite comme étant impliquée dans l'écriture, qui s'active, alors que, je rappelle, les sujets sont complètement passif, il ne bouge pas les mains. C'est la situation dite de lecture, ça. Et cette zone est située dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et quand on fait ça avec les gauchers, vous voyez qu'on a une zone complètement symétrique, mais située dans l'hémisphère droit. Et quand on demande au sujet d'écrire, ces zones-là, ces deux zones-là, cette zone-là chez des droitiers et cette zone-là chez les gauchers, sont très très activées, parce que là, ils sont en train de bouger la main. Donc, on a une activation sensorimotrice qui se produit alors qu'on est immobile, qu'on est dans une situation purement perceptive. C'est très proche de ce que je vous présentais tout à l'heure avec les objets manipulables. C'est la même chose, mais pour des caractères alphabétiques. Autrement dit, regarder des caractères alphabétiques, ça réactive des zones motrices qui sont en rapport avec l'écriture. Pourquoi ? Parce que quand notre cerveau, une représentation schématique du cerveau, quand on lit, on fait appel à une représentation visuelle des lettres, évidemment. Donc on a des zones visuelles ici à l'arrière du cerveau qui sont activées. Mais quand vous voyez la lettre B, par exemple, automatiquement, vous pensez B ou BE. Donc le son, la représentation phonologique correspondant à cette image visuelle est activée aussi. Et ce que notre travail a permis de montrer, c'est qu'il y a aussi une zone sensorimotrice qui est en rapport avec cette forme visuelle des lettres. Et les représentations cérébrales, d'une manière générale, elles ne sont pas localisées dans des points bien spécifiques du cerveau. Tout est connecté à tout dans le cerveau. Donc il y a des réseaux. Aujourd'hui, on raisonne en termes de réseaux interconnectés. Et donc là, il y a un réseau visuel, phonologique, sensorimoteur qui est étroitement connecté. Et quand on lit, c'est évidemment, l'entrée, elle est visuelle, mais ça réactive l'ensemble de ce réseau. Et ce qu'on a vu, nous, c'est la réactivation de cette zone sensorimotrice à la présentation visuelle de lettres. Voilà. Et pourquoi on a un réseau comme ça ? Parce qu'au moment de l'apprentissage conjoint, on a appris, quand on était petit, à lire et à écrire quasiment simultanément. Voilà. Quand on était à l'école maternelle, la maîtresse ou le maître nous présentait une lettre, et il nous disait c'est la lettre A, et on apprenait à répéter A. Donc on créait cette association visio-auditive entre la forme visuelle de la lettre et le son qui lui correspond. Mais très rapidement, parce que vous savez qu'en France, on apprend à écrire très très tôt, dès la maternelle, eh bien on a fait le mouvement qui correspond à cette lettre A et à ce son A, et on a créé comme ça la troisième composante de ce réseau que je vous présentais à l'instant. Et on répète ça tout au long de notre vie. Bon, mais la question c'est finalement... Pour les neuroscientifiques, pour nous, c'était très intéressant, cette observation. Il y a une composante sensorimotrice, mais la question, c'est est-ce qu'elle est vraiment
efficace, utilisé quand on doit reconnaître les lettres. Pour les enseignants, c'est ça la vraie question. Pour le reste, donc est-ce que savoir écrire les lettres, ça permet de les reconnaître plus facilement? Et donc si le crayon cédait la place au clavier pendant l'apprentissage de l'écriture, est-ce que ça modifierait la composante sensorimotrice et donc la représentation des lettres? Et par voie de conséquence, est-ce que ça aurait un impact sur la reconnaissance? Alors on a fait une autre expérience très différente cette fois-ci. On est allé dans une école maternelle, ou dans plusieurs écoles maternelles à Marseille, et on a pris des enfants qui n'avaient pas encore eu d'apprentissage formel de l'écriture. C'est là qu'on a constaté qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre des enfants qui n'ont jamais commencé à écrire en France, il faut prendre des enfants de petite section de maternelle ou des enfants de moyenne section, mais avant la moitié de l'année, grosso modo. Ça veut dire qu'on apprend à écrire en France à partir de 4 ans. Et donc, on a pris des enfants qui n'avaient pas commencé à l'écriture, et à un certain nombre d'enfants, on a fait apprendre des lettres de la façon tout à fait traditionnelle, et à d'autres, on leur a fait apprendre ces mêmes lettres directement au clavier. Je passe les détails, ça a été un peu compliqué de monter cette expérience, on a eu les accords pour faire ça. Et... ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est évidemment pas des apprentissages identiques. Donc on avait 76 enfants, 2 ans et 9 mois pour le plus jeune, 4 ans et 9 mois pour le plus âgé, qu'on a répartis en 2 groupes de 38. Donc un groupe a appris à la main, l'autre au clavier. Et la grande précaution, ça a été d'équilibrer ces groupes en termes d'âge, de genre, de latéralité manuelle, de dextérité, etc., etc. Et on leur a fait apprendre les lettres que vous voyez là, donc des lettres en bâton. Vous savez que c'est les premières lettres qu'on apprend à l'école maternelle. En général, en France, ce sont les lettres en bâton, qui sont les lettres majuscules d'imprimerie. Et on a créé comme ça une petite histoire dans laquelle on avait inclus 4 mots, et les enfants devaient écrire, donc pendant 3 semaines, on a fait travailler une séance par semaine. C'est des enfants de maternelle, il ne faut quand même pas en demander trop. Et on leur faisait écrire ces mots, soit à la main, soit au clavier. On avait bidouillé des claviers à l'époque pour enlever toutes les touches qui ne servaient à rien, donc on avait gardé que les touches dont on avait besoin. Et les lettres que vous voyez là, elles ont une caractéristique, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé avec celles-là, c'est qu'elles ne sont pas symétriques par rapport à la verticale. Autrement dit, vous prenez le G, par exemple, si vous le retournez par rapport à la verticale, vous avez l'image en miroir du G qui n'est pas identique au G lui-même. Ça n'est pas le cas, par exemple, du O, qui est complètement symétrique, ou même du A, alors, qui est aussi symétrique si on le fait tourner, ou du I, voilà. Mais donc, on a pris ces lettres-là parce qu'elles ont ces caractéristiques. Comme vous le voyez, il n'y avait qu'une voyelle dans ces lettres-là, toutes les autres voyelles sont symétriques, donc pour constituer les mots, il nous fallait quand même des voyelles, donc on a quand même utilisé des voyelles, mais ce sont ces lettres-là qui nous ont intéressés au premier chef. Et on a fait avec ces enfants des tests de reconnaissance des lettres, on les avait fait avant l'expérience, et on les a fait après, voilà ce que ça donne. Par exemple, on disait à l'enfant, on lui présentait les lettres sur un écran, on lui disait, voilà, parmi ces lettres, il y en a une qui est la bonne, et les autres ne sont pas des bonnes lettres, montre-nous avec ton doigt quelle est la bonne. Et donc, l'enfant devait montrer celle-là. Vous voyez qu'il y a l'image en miroir du P, et puis des P qu'on a déformés. Et on mesurait la performance de l'enfant. Voilà ce que ça donne avec le Z, par exemple, ou avec le E. Et on a fait ça avant, et tout de suite après les 3 semaines d'apprentissage. Puis on a laissé passer 1 semaine. En fait, c'était les vacances de Toussaint, donc... les enfants sont partis en vacances, on avait bien mis les parents au courant en leur disant surtout ne leur faites pas travailler ces lettres, etc. parce qu'on voudrait mesurer après 1 semaine ce qui reste en mémoire de leur apprentissage. Et voilà rapidement les résultats. Quand on regarde les bonnes réponses, on s'est aperçu que les enfants qui apprennent à écrire les lettres à la main sont meilleurs pour identifier ces lettres que ceux qui avaient appris à les taper au clavier. C'était vrai immédiatement après les 3 semaines d'apprentissage, donc en mémoire, on va dire à court terme, mais ça reste vrai 1 semaine après la fin des apprentissages, donc en mémoire à plus long terme. Autrement dit, cette expérience, elle confirme que la motricité manuelle qu'on met en jeu au cours de l'apprentissage de l'écriture, et de la lecture, elle influence la mémorisation et la reconnaissance des lettres, et que l'écriture manuscrite permet de mieux mémoriser les lettres que l'écriture dactylographique, qui semble moins efficace pour créer cette fameuse composante sensorimotrice de la représentation cérébrale des lettres. On a refait cette expérience avec des adultes, parce que on voulait en fait vérifier un certain nombre de choses après. Donc on a pris, comme c'était des adultes, de jeunes adultes, les étudiants du laboratoire, on a pris des jeux de caractères
complètement inconnue de ces étudiants. Et un jeu a été appris par eux à la main, l'autre jeu au clavier, on a alterné tout ça, on avait recommencé à créer des claviers un peu particuliers, et on a enregistré sur leur mouvement d'écriture avec des tablettes graphiques. Pareil, 3 semaines d'apprentissage, et avec l'avantage avec ces... Ouais, alors il faut que j'accélère un peu. L'avantage avec ces sujets adultes, c'est qu'on a pu faire de l'IRM fonctionnel après les apprentissages. Je vais vous faire voir. Donc, les résultats comportementaux, les voilà. Ça, ce sont les lettres. Donc, ça, c'est le temps, en semaine, après l'apprentissage. Donc, 0, c'est immédiatement après l'apprentissage. En rouge, ce sont les lettres qui sont apprises à la main. En bleu, les lettres apprises au clavier. Vous voyez qu'au début, à temps 0, chez les sujets adultes, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux types de lettres. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les lettres apprises au clavier, elles sont oubliées beaucoup plus vite que les lettres apprises à la main. Et à la fin des 5 semaines, la différence, elle est très significative. Autrement dit, ce résultat, il corrobore ce qu'on a observé chez les enfants, mais on a pu, avec ces mêmes sujets, faire le travail en IRM, en leur disant, pareil, on leur présentait les lettres, on leur disait, regardez bien les lettres qu'on vous présente. Donc ils avaient des lettres qu'ils avaient apprises à la main et d'autres qu'ils avaient apprises au clavier. Et quand on regarde les activations dans les deux cas, on s'aperçoit que quand ils regardent des lettres qu'ils savent écrire à la main, ils réactivent des zones que j'ai marquées en rose ici et en bleu, qui sont des zones, surtout les zones roses, là, les deux zones marquées en rose, qui sont des zones sensorimotrices et motrices, alors que quand ils regardent des lettres qu'ils savent taper au clavier, on n'a pas ces activations. Donc, le résultat de ce travail, c'est que pour ces adultes jeunes qui ont appris à taper les lettres à la main, à écrire les lettres à la main, ils se sont recréés une représentation sensorimotrice de ces lettres qu'ils utilisent après pour les identifier, alors que pour les lettres qu'ils ont tapées au clavier, ils n'ont pas créé cette représentation. Ça a été reproduit chez des enfants, je passe. Bon, la conclusion, je vous l'ai donnée. Donc la question, c'est vrai pour des reconnaissances de lettres isolées, mais reconnaître des lettres isolées, c'est pas vraiment lire encore. Hein. La vraie question, c'est est-ce que ça marcherait aussi pour des reconnaissances de mots, c'est-à-dire pour la véritable lecture, c'est au-delà de la reconnaissance des lettres, c'est reconnaître des mots, etc. On n'a pas réellement de réponse à ces questions-là, parce que ça demanderait beaucoup de temps pour faire ça. Il faudrait prendre des gens à qui on apprend à écrire pendant des mois et des mois au clavier, et d'autres à qui on apprend à écrire à la main, et on ne pourrait pas faire ça. On n'a pas pu faire ça aujourd'hui. Par contre, si le processus suit le cours qu'il semble avoir pris aux États-Unis, dans quelques mois et dans quelques années, mes collègues américains auront à leur disposition des jeunes adultes qui savent écrire au clavier, mais pas à la main, et d'autres qui savent écrire à la main, mais pas au clavier. Et donc ils pourront savoir à eux s'il y a des différences de ce type, non plus pour simplement identifier des lettres, mais pour lire d'une manière générale. Donc le dessin, c'est pareil, j'aurais pas le temps de vous présenter ça malheureusement, mais on a fait un travail sur le dessin pour savoir si dessiner à la main ou dessiner avec des systèmes des logiciels de dessin sur ordinateur, c'était la même chose, et je vais vous le faire avec les mains, comme disent les Italiens. Et donc on a pris des enfants à qui on a fait faire un dessin, le même dessin, ou pour certains d'entre eux à la main, pour d'autres à l'ordinateur. C'est un dessin un peu particulier qu'on a pu noter, coter, donc une forme géométrique qui est là, et qui n'est pas très marrante d'ailleurs, mais elle a l'avantage d'avoir été bien notée, bien calibrée. Et ensuite, donc, on leur demandait de produire ce dessin. On a noté le dessin, qui est la qualité du dessin produit, et les enfants qui écrivent à l'ordinateur ont tendance à produire un dessin de meilleure qualité sur le moment. Par contre, ça nous intéressait, on est allé voir quelques minutes après, une dizaine de minutes après, on demandait aux enfants de reproduire de mémoire le dessin qu'ils avaient produit. Et là, on s'aperçoit que ceux qui avaient dessiné à la main, ils continuent à produire un dessin qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le dessin qu'ils avaient fait initialement. En revanche, ceux qui avaient dessiné à l'ordinateur, quand on leur demande de reproduire 10 minutes après avec l'ordinateur le dessin, ils ont une qualité de dessin qui s'est dégradée. Et ils sont revenus finalement au même niveau que le dessin produit par ceux qui travaillent à la main. Et la lecture, il me reste combien de temps, Bernard? 5 minutes? Grosso modo. Je vais faire vite alors. Je vous en parlais quand même parce que
C'est un travail qu'on va commencer ici à Saint-Raphaël. Donc, on s'est intéressé ces dernières années à l'impact du numérique dans la lecture. Comme vous le savez, on lit de plus en plus sur outils numériques. Et il y a un grand débat actuellement qui est assez tendu sur l'introduction du numérique à l'école et la notion de cartable numérique, vous la connaissez, finalement, c'est est-ce que on va transférer tous les manuels scolaires classiques, papier, en version numérique et faire lire les enfants directement sur des outils numériques. Ça présente de nombreux avantages, on pourra en discuter. Mais dans cette perspective qui est la nôtre de cognition incarnée, ce qu'on voulait tester, nous, c'est finalement, est-ce que quand on lit avec un outil numérique, au plan visuel, on peut faire en sorte que ce soit comparable. Au plan sensorimoteur, ça n'est pas la même chose parce qu'on n'agit pas avec un outil numérique, avec une liseuse par exemple, ou une tablette, de la même façon qu'avec un livre papier, en termes de mouvement. Et la lecture à laquelle on s'est intéressé, c'est une vraie lecture, c'est-à-dire la compréhension d'un texte long. Je dis ça parce que dans le monde de la psychologie expérimentale ou de la psycholinguistique, 90% ou même davantage des études portent sur de la lecture de mots isolés. Un peu comme nous, quand on a fait la lecture de lettres. Donc vous voyez, ce n'est pas le même type de lecture. La notion de compréhension, quand vous lisez un mot isolé, elle est très réduite par rapport à une compréhension d'un texte long. Donc on a fait... La question, c'est comprend-on la même chose lorsqu'on lit une histoire sur livre imprimé et sur livre électronique, donc ces deux types de livres. On lit avec ses yeux, mais on lit aussi avec ses mains et avec son corps. Et donc, la lecture, c'est aussi donc, une activité sensorimotrice. Feuilleter les livres, tourner les pages, manipuler le livre, ça n'a peut-être pas d'importance, mais ça en a peut-être également. Et nous, c'est ça qui nous intéressait. Et donc, cette notion de lecture incarnée. Est-ce que la lecture, c'est une activité cognitive qui implique le corps, d'une manière générale? Donc, voilà, quand on lit sur livre imprimé, sur livre électronique, on n'agit pas de la même façon. Il y a une question aussi importante, un peu fine, mais de notion d'intangibilité ou d'immatérialité du texte électronique. Un texte électronique, la seule page, ou les deux pages pour certains livres électroniques qui existent, ce sont les pages que vous avez sous les yeux à l'instant. Les pages qui précèdent, elles n'existent plus, donc elles sont retournées dans cette espèce d'univers virtuel d'où elles ont émergé temporairement, et les pages qui suivent, elles n'existent pas encore, alors que dans un livre papier, même si vous ne les voyez pas, les pages précédentes et les pages suivantes, elles sont matériellement, physiquement présentes. Elles ont un volume. D'ailleurs, quand on parle d'un livre, on parle souvent d'un volume. C'est pas pour rien. La notion de volume pour un livre électronique, elle n'a pas le même sens. Et donc, l'hypothèse qu'on a fait, nous, c'est que si on utilise ces informations tactiles, sensorimotrices, quand on lit avec un livre papier, on devrait être un petit peu plus égaré dans l'espace d'un livre électronique parce que finalement, on n'a pas ces informations à disposition. Et puis, on s'est posé la question aussi sur le sentiment d'immersion et d'engagement émotionnel dans un livre électronique. Est-ce que les émotions suscitées par un texte sont les mêmes quand on lit ce texte sur un livre papier ou quand on le lit sur un livre, sur une liseuse? Et finalement, est-ce qu'on comprend la même histoire de façon identique? Alors, je vais passer un peu vite sur les résultats, mais... Bon, ça pose des problèmes parce que comprendre, qu'est-ce que c'est que comprendre une histoire? C'est pas facile de quantifier ça, mais on l'a fait. Donc je passe sur le texte qu'on a pris, la comparaison, les conditions expérimentales. On a fait ça avec 50 sujets adultes, des étudiants de licence, donc des jeunes gens. 25 ont lu sur tablette, sur Kindle, sur une liseuse, et 25 ont lu l'histoire sur livre papier. Et après la lecture, qui a duré en moyenne 1 heure, c'était un texte de 28 pages, un petit texte policier. On les a questionnés sur un tas de choses, les relations entre les personnages, les lieux dans lesquels l'histoire se déroulait, et puis également des tests un petit peu plus fins qui nous ont intéressés. C'est d'avoir aussi des questions sur l'immersion dans la narration, comme je vous disais, et puis un test un peu particulier sur la chronologie des événements de l'histoire. C'est ça qui nous intéressait le plus, parce que nous, on faisait des hypothèses sur le fait que quand on lit sur livre électronique, on est un peu perdu dans l'histoire. Donc on a pris des événements de l'histoire, on a demandé au sujet de les remettre dans l'ordre chronologique.
Alors je passe. La reconnaissance dans l'ensemble, pour dire les choses rapidement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux types de lecture. Sur la compréhension, les relations entre les personnages, les mots utilisés dans l'histoire, les phrases, les lieux, il n'y a rien du tout. Les seules différences apparaissent sur ces facteurs. Bon, je passe sur les questions, j'ai pas le temps. Voilà. Ça, c'est le test le plus intéressant. Il y avait 14 événements de l'histoire qu'on avait mis sur des petits bouts de papier cartonné, qu'on avait posé sur une table, mélangés n'importe comment, et on disait au sujet, maintenant, remettez-les dans l'ordre chronologique. Et par un test statistique assez sophistiqué, on a comparé l'ordre exact et l'ordre donné par les sujets. Et c'est là que la différence est apparue entre les deux types de lecture. Les sujets qui ont lu l'histoire sur livre papier sont meilleurs pour replacer les événements dans l'ordre chronologique que ceux qui l'ont lu sur livre électronique. Ça veut dire que quand on lit un texte sur livre papier, on prend des informations qu'on appelle paratextuelles, pas des informations qui sont directement dans le texte, mais qui sont dans l'environnement, le contexte de lecture, comme je vous le disais, la manipulation, les pages qu'on tourne, etc., qui permettent de mieux se repérer dans l'espace du texte. Voilà. Et mieux se repérer dans l'espace du texte, si le texte a une narration relativement linéaire, c'est mieux se repérer dans le temps de l'histoire. Et se repérer dans le temps de l'histoire, pour certains textes, en particulier les textes policiers, c'est pour ça qu'on l'a pris, c'est d'une certaine manière mieux comprendre. Si on ne comprend pas le lien temporel entre les événements dans une histoire de type histoire policière, on n'a pas complètement compris l'histoire d'un certain point de vue. Ça n'est certainement pas vrai pour des textes plus littéraires ou carrément pour de la poésie, où les liens entre les temporels ont beaucoup moins d'importance, mais surtout pour ce type d'importance, de texte, ça en a. Parmi les perspectives, eh bien, alors on a refait cette expérience récemment avec des adultes, mais des adultes dyslexiques, donc des gens qui depuis leur petite enfance ont du mal à lire, mais qui ont quand même réussi, malgré tout, à avoir une scolarité normale et qui sont à l'université. Et on a obtenu des résultats très analogues avec les adultes dyslexiques. Eux, plus que les lecteurs normaux, utilisent ces indices paratextuels dont je vous parlais, parce qu'ils ont du mal avec le texte lui-même, à cause de leurs problèmes de lecture. Donc ce sont des gens qui ont des stratégies de lecture particulières. Par exemple, ils sont capables de vous dire, quand vous leur dites « Est-ce que tu as vu le mot salsifie » dans le texte ? Ils vont réfléchir en termes spatiaux. Souvent, ils disent « Oui, il était en haut à droite. » Voilà. Et ils utilisent beaucoup plus que les lecteurs ordinaires, semble-t-il, ces informations paratextuelles. Donc si on les fait lire avec des livres électroniques, ils sont un peu plus en difficulté encore que les lecteurs ordinaires. C'est une thématique, cette lecture électronique, qui est très 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 importante au plan européen. Donc, je participe depuis maintenant une petite année à un réseau européen qui s'appelle e-reading, e-read, lecture électronique, et parce que tout le monde se questionne sur les changements à différents égards engendrés par ces questions. Et donc, le travail qu'on veut faire ici à Saint-Raphaël, c'est de reproduire cette expérience avec de jeunes lecteurs, des collégiens ou lycéens. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pour des lecteurs un peu âgés comme moi, par exemple, la lecture, c'est une lecture sur livre imprimé, parce que depuis que je suis enfant, je lis sur livre papier. Mais pour les jeunes gens d'aujourd'hui, que les anglo-saxons appellent les digital natives, donc ces jeunes gens qui sont nés avec les écrans et avec l'électronique, ça n'a pas forcément le même sens, la lecture. Et comme ils lisent en permanence sur écran, ou très souvent sur écran, il se peut qu'eux n'utilisent pas les mêmes indices. Donc on ne le sait pas encore, c'est l'objet de l'expérience qu'on est en train de monter ici à Saint-Raphaël. Et donc, pour conclure sur les technologies numériques et leur usage éducatif, je ne voudrais pas donner l'impression d'être un technophobe à tout crin. Moi-même, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies dans mon travail, sur d'autres aspects de ma recherche. Mais je pense que les nouvelles technologies, les technologies numériques, elles ont énormément d'avantages à différents points de vue. Toutefois, il ne faut pas mythifier non plus complètement. Il y a des changements auxquels on ne pense pas forcément au plan cognitif qui vont être engendrés par l'utilisation de ces outils. Elles ont tendance à modifier et, comme je le disais souvent, à réduire l'utilisation du corps dans les traitements cognitifs.
elles rendent les pratiques et les apprentissages beaucoup plus abstraits d'un certain point de vue, et donc elles induisent des changements cognitifs. Et pour conclure, je pense que ce débat entre le numérique et, on va dire, le traditionnel, il est tout sauf simple. Il n'y a pas une vérité immanente qui saute aux yeux. Il y a des arguments à entendre dans les deux camps. La seule chose qui me paraît importante, enfin la chose qui me paraît importante, c'est qu'il faut prendre le temps d'étudier les impacts positifs et négatifs de ces changements. En particulier si on décide, et je reviens au sujet de cet exposé, d'introduire ces changements massivement à un moment crucial de l'existence qui est l'apprentissage, les apprentissages primordiaux, ce qu'on fait à l'école maternelle en particulier, à un moment où le cerveau, il n'est pas vierge, mais il est immature. On apprend simultanément à reconnaître les caractères, à lire, à écrire. On apprend à parler, on apprend la langue et finalement on apprend la pensée. Et il n'est pas complètement stupide de penser que agir avec son corps différemment à ce moment-là, ça peut avoir des impacts sur les représentations cognitives. Et le problème de ce genre de changement, c'est qu'ils ont un caractère un peu irréversible. C'est-à-dire que si demain, notre ministre de l'Éducation nationale disait « ça suffit maintenant, cet apprentissage de l'écriture manuscrite que plus personne n'utilise, on apprend directement à écrire au clavier », imaginez qu'on fasse ça pendant une génération, une trentaine d'années, et qu'on se rende compte que finalement, c'est pas aussi bien que ça, parce qu'il y a les enfants qui ont appris à écrire dans ces conditions, ils ont du mal à lire, et qu'on veuille revenir en arrière. Qui va trouver les enseignants capables de réintroduire cet enseignement de masse de l'écriture manuscrite? Donc voilà, vous voyez à peu près les problèmes que ça peut poser. Merci. J'ai été un peu long. Ben, je ne sais pas, peut-être que s'il y a des points que vous n'avez pas bien compris ou s'il y a des questions que ça a évoquées pour vous, n'hésitez pas. Oui, merci pour cette conférence qui suscite énormément de questions, évidemment, énormément de questions. Je vais essayer en vrac de vous poser une ou deux. La première chose, j'ai l'impression en vous écoutant qu'on passe de la méthode artisanale, écriture à la main, à la méthode industrielle, écriture, n'est-ce pas, sur les claviers. Je ne sais pas si c'est vrai dans votre esprit. La deuxième chose, ça me fait penser à un pianiste qui joue la musique, c'est-à-dire pour lui, chaque clavier, chaque touche correspond à une note. Il y a des gens qui connaissent les solfèges, c'est-à-dire l'orthographe de la musique, il y a d'autres qui ne connaissent pas les solfèges. Bon, cette situation, à mon avis, ressemble énormément à la situation que vous décrivez expérimentalement. Bon, est-ce qu'il y a quelque part un parallèle que vous pouvez utiliser dans vos recherches? Oui, alors je vais répondre à la deuxième question et je reviendrai sur la première. Oui, il y a des parallèles, vous avez raison, hein, parce que je n'ai pas évoqué ça, mais dans notre équipe au CNRS, on travaille beaucoup sur les relations entre langage, musique et cerveau. Parce qu'il y a des zones cérébrales qui sont dédiées au traitement de la musique et d'autres zones qui sont un peu plus spécifiques au traitement du langage, mais majoritairement, ces zones se superposent. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là de relation langage-musique. Et le parallèle que vous faisiez avec le musicien pianiste, par exemple, c'est clair que le travail que je vous ai présenté avec des lettres, quand on voit des lettres, ça réactive des zones sensorimotrices du cerveau, c'est parce qu'on est tous experts de l'écriture. Pour un musicien qui est expert de la musique, si on lui fait voir la lettre La, la note, La sur une partition, évidemment il voit la note La, mais on voit aussi se réactiver des zones sensorimotrices parce que lui, il joue cette note avec ses doigts. Il y a pas mal de travaux avec des collègues qui montrent ça, des collègues à travers le monde. Pour un musicien, la représentation cérébrale des sons et des notes de musique, elle est aussi basée sur cette motricité. Et la première question, c'était à propos de... Ah oui, le passage de l'artisanat à l'industrie. Oui, vous avez raison d'un certain point de vue, c'est l'évolution de la communication. La communication entre les individus, avec l'arrivée d'Internet, elle est passée d'une communication qu'on pourrait qualifier d'artisanale,
en particulier la communication écrite. Quand on écrivait à la main sur un papier, c'était pour un petit groupe de personnes relativement restreint. À partir du moment où on écrit sur Internet, on écrit de manière industrielle à destination d'un public très large. Et ce que je vous dis, c'est ça qui a motivé l'organisme fédéral américain pour inciter les enseignants aux États-Unis à apprendre directement l'écriture au clavier, parce qu'ils disent l'écriture, quand on écrit, c'est pour partager, et si on partage aujourd'hui, il vaut mieux partager avec les outils dont on dispose, qui élargissent le partage. Ce qui veut dire que, on écrit, il faut apprendre à écrire pour les outils informatiques Internet. Donc la métaphore de l'écriture artisanale et de l'écriture industrielle, elle a un certain sens, je suis d'accord avec vous. C'est un peu l'évolution des choses. Juste pour... merci pour le son. C'est juste pour faire un petit correctif sur le parallèle entre le clavier d'ordinateur et le clavier d'un piano. Le A et le Z ne sont pas à côté sur un piano, parce qu'évidemment, c'est construit avec des échelles de son. Et du coup, il n'y a pas... La spatialisation est très importante sur un clavier d'instrument de musique, d'ailleurs que ce soit un piano ou un accordéon ou ce que l'on veut. Alors que sur un clavier d'ordinateur, nous n'avons plus, enfin si j'ai bien compris ce que vous avez dit, cette problématique de spatialisation, parce qu'un geste quasiment identique va produire des lettres qui n'auront pas du tout les mêmes fonctions. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas la même chose, c'est pas le même type de clavier. Le parallèle, il existe, mais il est limité. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous présenter un travail qu'on est en train de faire, parce que avec les claviers on s'est dit, OK, imaginons que demain les enfants apprennent à écrire au clavier, ils vont avoir des représentations cérébrales et cognitives de l'écrit qui seront basées sur des mouvements de clavier. Et est-ce que ça va changer les choses? C'est-à-dire que ces enfants-là, quand on va les mettre face à de l'écrit, est-ce qu'ils vont se comporter de la même façon que les gens qui savent écrire à la main? On a essayé de répondre à cette question en utilisant une population particulière, qui sont les dactylographes professionnels. Les dactylographes professionnels, en général ce sont des femmes d'ailleurs, elles ont appris à écrire comme vous et moi à la main, mais très tôt dans leur éducation, elles sont passées à l'écriture au clavier. Et elles travaillent depuis des années en utilisant l'écriture au clavier. Ce qui fait que pour elles, le langage, il est quand même basé sur cette écriture au clavier. Et on est en train de faire des expériences. Bon, pour des raisons tout à fait spécifiques au clavier, il y a des mots qui sont faciles à écrire au clavier et d'autres qui sont plus difficiles. En gros, quand on écrit au clavier, les mots qui mettent en jeu les deux mains de manière alternée sont faciles à écrire. C'est tellement facile d'ailleurs que c'est en général le type d'erreur qu'on fait quand on écrit au clavier. C'est des substitutions, c'est-à-dire qu'on tape un peu trop vite avec une main la lettre qu'on devait taper après, donc on fait des inversions de lettres dans les mots, chose qu'on ne fait jamais à la main, ça va de soi. Donc les mots difficiles au clavier sont les mots qui mettent en jeu de manière consécutive une seule main. Bref, il y a des mots de notre vocabulaire qui sont faciles à écrire pour les dactylographes et d'autres qui sont difficiles. On s'est dit, est-ce que ça a un impact sur la reconnaissance de ces mots? On leur a présenté des mots faciles à écrire et des mots difficiles à écrire. Chez les dactylographes, ça a un impact. Alors, c'est pas très très clair, on est en train de continuer ces expériences, mais on voit que les dactylographes professionnels ne sont pas aussi rapides pour détecter un mot que les gens comme vous et moi, enfin les gens qui ne sont pas des experts, alors que le groupe de contrôle, qui lui n'est pas dactylographe, que le mot soit difficile à écrire ou facile à écrire au clavier, ça n'a pas d'importance. Ça suggère que la représentation cérébrale de ce qu'on appelle dans notre jargon le lexique mental, cette espèce de mémoire qu'on a des mots, elle est modifiée chez les dactylographes professionnels. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un travail qui est en cours, mais c'est quand même, ça montre à quel point cette utilisation forte du clavier peut avoir un impact, même chez des gens qui, encore une fois, ont appris à écrire à la main. Hein. Donc, voilà. Merci. Je voudrais juste revenir sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pourquoi puisque, en fait, nous avons tous, les uns les autres, nous avons eu un apprentissage classique, disons, et nous avons réussi à passer donc
à l'ordinateur et donc au clavier. Pourquoi faudrait-il prendre une mesure aussi radicale que d'apprendre aux enfants à écrire directement au clavier, d'autant plus que vous avez souligné tout à l'heure que l'apprentissage est beaucoup plus abstrait et que par ailleurs il est irréversible. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait dans un laps de temps relativement court dans la vie d'une personne, et ceci, si on ne changeait rien à cet apprentissage, ça n'empêcherait en aucune manière ces gens-là de pouvoir pratiquer ensuite la lecture ou la lecture au clavier, quoi. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse directe à ça, mais j'ai des réponses indirectes. Comme vous le savez, on a un souci en France, mais je pense que c'est un peu général, avec l'école et avec les apprentissages scolaires et avec l'échec scolaire. Donc il y a quand même, on le voit bien dans la tête, dans l'esprit de nos dirigeants, l'idée qu'une manière de résoudre les problèmes d'échec scolaire, c'est le numérique. Il y a un véritable mythe du numérique. Bon. La deuxième chose, c'est que, comme je vous le disais, l'apprentissage de l'écriture, c'est un des apprentissages les plus longs à effectuer à l'école. Un certain nombre d'enfants sont en échec pour l'apprentissage de l'écriture. On admet, mais il faudrait le vérifier, que l'apprentissage du dactylographique serait plus rapide et plus facile. C'est probable, il faudrait encore le vérifier. Donc... Et puis, comme je vous le disais, puisque finalement on n'utilise plus cette pratique quand on est adulte de l'écriture, est-ce que c'est légitime de continuer à l'apprendre? C'est un véritable problème de société. À quoi sert l'école? Imaginez qu'on apprenne encore aujourd'hui les labours à la charrue à l'école, ou bien à frotter des silex pour faire du feu. Tout le monde serait choqué par ce genre de pratique. Eh ben, l'éducation, elle a abandonné comme ça tout un tas de choses. Quand j'étais moi-même lycéen, les filles apprenaient à coudre et à tricoter, et nous, les garçons, on faisait du travail manuel, de la ferronnerie. Bon, aujourd'hui, ça paraît ridicule, puisque plus personne ne coud ou ne tricote. J'exagère, mais à peine, puisqu'on jette et on rachète, et que les hommes qui savent réparer un moteur de voiture se comptent sur les doigts d'une main dans la salle, je pense. Donc voilà, un petit peu, c'est pas une réponse absolue, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est ça, c'est que l'école, l'éducation et les apprentissages doivent suivre le cours, l'évolution de la société en général, et c'est pas quelque chose de complètement illégitime. Il faut absolument se questionner sur qu'est-ce qu'on fait apprendre aux enfants à l'école, et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des apprentissages qui sont en tel décalage avec les pratiques des adultes. Voilà. Et quand je vous dis que c'est un débat qui est chaud, c'est vraiment un débat qui est chaud. Moi, je voudrais monter actuellement un projet sur plusieurs années d'apprentissage de l'écriture au clavier dans les écoles de Marseille. Je suis en discussion avec l'inspection d'académie, et l'inspecteur d'académie m'a dit « Monsieur Velay, on marche sur des œufs ». Voilà. Il y a un vrai problème de choix sociétal. Voilà. Moi, je suis un petit peu inquiète par rapport au lobbying des fabricants d'ordinateurs. Je me dis, est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer un rôle justement dans la décision qui va être prise par rapport à l'éducation? Parce que j'imagine que l'éducation, ce serait un marché énorme à prendre. Donc je voudrais savoir quelles sont les institutions ou les comités qui sont un petit peu les garde-fous et les garants par rapport à ce risque-là. Je n'ai pas non plus de questions. Je sais, pour avoir rencontré il y a quelques années la personne au ministère de l'Éducation nationale qui est responsable du numérique, qu'il y a des comités au ministère dans lesquels les représentants des industries du numérique sont présents. Ce qui est quand même un peu, on peut dire, surprenant, puisqu'ils sont à la fois juges et parties. Comme vous le dites, il y a un marché colossal. Imaginez que demain, on décide d'équiper toutes les écoles de France de tablettes. Voilà, vous voyez très bien ce que ça peut représenter en termes financiers. Donc, je ne sais pas exactement, je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui qui prend les décisions, comment elles sont prises. Il y a aussi les politiques qui jouent un rôle très important. Vous avez, notre président de la République a fait il y a quelques mois un discours sur le numérique où il a été très clair. Donc, il a été très insistant sur l'importance du numérique. Et voilà. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui interfèrent, tout un tas d'enjeux et d'opinions. Et on est dans un système français où
C'est très centralisé, donc je ne sais pas qui au sein du ministère prend ces décisions. Je me permets d'intervenir parce que le temps court et le thème est tellement intéressant qu'on pourrait durer encore au moins 1 heure. Donc là, ça sera la dernière question. Ah, bah zut. Et je vous rappelle que Jean-Luc Vollet est là toute la journée. Vous allez pouvoir le rencontrer dans les pauses entre les conférences. Et également, il participe ce soir à la table ronde avec les 3 autres conférenciers. Table ronde qui aura lieu à 18h30 à l'auditorium. Donc après la dernière question et réponse, je vous inviterai à sortir de la salle en attendant que l'on puisse lancer la prochaine conférence. Elle est très courte. Bonjour. Je voulais savoir, au-delà de l'uniformisation, bien sûr, de l'écriture dactylographiée, je voulais savoir si dans votre étude, vous avez abordé l'idée de plaisir d'écrire. Non, c'est une très bonne question, mais on n'a pas abordé ces notions-là. Vous n'avez pas mesuré, ça se mesure. Non, c'est très subjectif, bien entendu, donc on n'a pas abordé ça. C'est clair que pour les gens comme vous et moi, je suppose, qui sommes des écrivains à la main, il peut y avoir un certain plaisir, mais il y a des gens pour qui c'est un véritable déplaisir d'écrire, hein, des adultes qui sont en lutte permanente. Bon. Et puis on peut se dire aussi, c'est probablement vrai, que si vous aviez été formé dès votre petite enfance à l'écriture dactylographique, vous auriez un plaisir de l'écriture dactylographique. C'est des questions qui sont importantes, hein, toutes ces émotions qui sont liées à notre façon d'écrire, qui sont difficilement étudiables, mais qui ont beaucoup d'intérêt. Merci. Voilà. Merci beaucoup. La dernière, Bernard. Allez. Dernière question. Bon, juste la dernière question. Moi, je me posais des questions. Vous dites que donc, quand on écrit de façon à la main, ça met en mouvement, enfin, ça met en jeu. Ça active des zones du cerveau, donc sur la motricité, et que quand on le fait de façon électronique, ça ne le fait pas du tout de la même façon. Qu'est-ce que ça peut impacter sur le comportement ? Je dirais, ça voudrait dire que si on n'apprend plus qu'à taper sur des ordinateurs, il y a des zones du cerveau qui seraient plus en action. Et qu'est-ce que ça peut impacter sur le comportement humain après au niveau de ça, quoi, au quotidien? Alors c'est une question difficile, hein, je ne pourrais pas y répondre très très longtemps. Notre cerveau, il est très très plastique, même à l'âge adulte. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas certaines zones du cerveau, il y a des récupérations de ces zones par d'autres fonctions, en quelque sorte. C'est très, très connu, ça. Et donc, oui, ça risque de changer un certain nombre de choses. C'est une question qu'on me pose souvent. Si on ne sait plus écrire à la main, est-ce qu'on aura les mêmes habiletés manuelles, par exemple ? C'est une bonne question, parce que l'écriture manuelle, c'est quelque chose qu'on pratique quand même assez régulièrement, même si, comme je le disais, c'est en train de changer. Ça joue, par exemple, un impact, ça joue très fortement sur la latéralisation manuelle. On le sait, ça. Un enfant qui ne sait pas écrire, ou même des adultes qui ne savent pas écrire à la main, et qui donc, ou éventuellement aussi ne savent pas lire, ils n'ont pas le même type de latéralisation que nous. Et à partir du moment où on apprend à écrire, il y a un gros formatage cérébral et cognitif qui est le sens gauche-droite de la lecture et de l'écriture. Et puis l'utilisation privilégiée d'une main. Donc ça, on le sait pour un certain nombre d'études, ça structure très fortement le cerveau et la cognition. Donc si demain, on se met à taper avec les 2 mains, ça peut avoir un impact qui est difficile encore à estimer aujourd'hui sur ce type de comportement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour